Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. Dans ce numéro de votre émission, Les Grandes Contradictions, nous irons au CNHU de Cotonou pour parler de ces personnes décédées il y a de cela quelques jours. On ira également dans le nord Bénin, à Materi, plus précisément pour parler des attaques djihadistes déjouées. On parlera également de Guy Mitokpe qui rejoint désormais le parti Les Démocrates. Et on va finir certainement par la Sénat. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Les Grandes Contradictions. Nous sommes vendredi 14 octobre 2022. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. L'actualité est vraiment riche cette semaine. Oui, mais vous parlez des morts au CNHU et des morts à Materi. Bon, nous regrettons les morts d'un côté, mais nous applaudissons les morts de l'autre côté. on va en parler tout à l'heure. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. La pagaille s'installe au CNHU de Cotonou. Des morts enregistrés. La pagaille s'installe. Bon, la pagaille était déjà là. Je ne sais pas si c'est pas parce qu'il y a des morts qu'on va dire que la pagaille s'installe. C'est vrai que ce qui s'est passé, il y a eu des morts. Ça, c'est révélateur de tout ce qui se passait il y a longtemps au niveau de cet hôpital qui devait être qui est, selon les standards actuels au niveau de notre pays, l'hôpital de référence de notre pays. Et c'est gravissime que des choses de ce genre-là se passent au niveau des hôpitaux. Avant même de parler de ceux qui sont décédés, vous savez, quand vous êtes malade et que finalement on vous réfère vers l'hôpital, le Centre national hospitalier Hubert Kutukumaga, les gens vous diront, attention, ça, il va vers la mort. Ça, c'est le couloir de la mort. Ça veut dire que l'hôpital n'avait pas une très bonne réputation au niveau des populations. Maintenant, par rapport à ce qui s'est encore passé la dernière fois, où des gens sont malheureusement décédés, juste à cause de l'imprudence des hommes, je crois que ça renforce davantage ce sentiment-là que notre hôpital cet hôpital n'est pas en tout cas l'hôpital de référence dont on parle et qu'il faut vraiment y travailler. C'est vrai qu'il y a eu quelques changements au niveau de l'hôpital. On a constaté un changement physique par rapport au bâtiment et un certain nombre de choses. On pensait que le changement était en profondeur, mais malheureusement, on se rend compte que les anciennes pratiques perdues au niveau de cet hôpital. Et si vous devez perdre un parent juste parce qu'il y a une coupure d'électricité, je crois que c'est assez grave. Maintenant, l'autre aspect, c'est que les responsabilités doivent être situées. Et malheureusement, dans notre pays, quand il y a de ces genres de situations ou d'événements, c'est souvent les lampistes qui sont condamnés. C'est-à-dire, c'est au niveau de l'échelle le plus bas qu'on cherche les responsabilités. Mais en réalité, voilà, c'est comme des fusibles qu'on saute. Mais malheureusement, la première responsabilité, c'est le premier responsable qui doit l'endosser. Parce que la responsabilité n'est pas forcément une responsabilité directe. Mais si c'est à vous qu'on a confié la structure, si c'est à vous qu'on a confié le secteur ministériel et qu'il y a un dysfonctionnement, vous êtes le premier responsable avant qu'on aille vers les autres. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas dans notre pays. Merci, Gaspard. Achille Wusso, des gens ont été écoutés dans ce dossier. Oui, mais les gens ont été écoutés, mais je voudrais plutôt que nous parlions des gens qui cherchent à se laver de toute manière dans cette affaire, parce que nous apprenons que le directeur du CNHU aurait annoncé qu'il avait déjà écrit depuis pour attirer l'attention de qui, je ne sais pas, sur la situation. Et il paraît aussi que de l'autre côté, on annonce que le ministre lui aussi avait écrit. Bon, maintenant, le ministre a écrit pour signaler la situation à qui? Je ne sais pas, c'est pourquoi. Je dis qu'il faut d'abord travailler à lever ces confusions,
Parce que si le directeur devait écrire, il écrit au ministre, et je ne sais pas si le ministre devrait à son tour écrire à quelqu'un ou porter maintenant la préoccupation de ses collaborateurs. Et nous regrettons vraiment ce qui est arrivé parce qu'on ne devait pas attendre qu'il y ait des morts, surtout de cette façon-là, en série. On va à l'hôpital, surtout à un hôpital de référence, pour sauver des vies et non pour en perdre. Et lorsque vous perdez, c'était même déjà annoncé 11 au départ, heureusement que les statistiques ont été revues à la baisse. Ça veut dire que le pire pouvait arriver, banalement. Le pire pouvait arriver. Donc, et c'est quoi la responsabilité de la SBDG, par exemple? Non, mais peut accuser le ministère? Je ne crois pas qu'on puisse accuser la Société béninoise d'énergie électrique. Je ne crois pas. Parce qu'en fait, le service de réanimation et d'anesthésie devrait être, à mon humble avis, indépendant. Parce que la coupure peut venir à tout moment. C'est des installations techniques. Mais il faut un relais. Il n'y a pas de groupe relais. C'est à croire qu'il n'y a pas de groupe relais. Ou que le groupe relais est en panne et que personne n'a rien fait. C'est suffisamment grave. Exactement, c'est ça maintenant le problème. Il ne faudrait pas qu'on batte donc, ça coupe sur la poitrine des autres. Il faut que chacun porte la responsabilité de ses charges. Et c'est par rapport à ça que je pense qu'il ne s'agit pas donc de sortir de la maison pour aller voir ailleurs que c'est la SBE qui est responsable de ça. Non, au contraire. Donc je pense qu'il faudrait, comme l'a annoncé le gouvernement, que les responsabilités soient vraiment situées et que chacun endosse les responsabilités liées à ces charges. Que chacun l'endosse vraiment. Si, entre-temps, le ministre lui-même devrait répondre d'une manière ou d'une autre donc, de ce qui est arrivé, il faut c'est comme ça que les pays qui se développent, les grands pays que nous aimons imiter aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils sont arrivés à atteindre ce niveau auquel ils sont aujourd'hui et que nous admirons. D'accord? Donc, un centre hospitalier de référence sans groupe électrogène? Non, selon les informations que nous avons, il y a des groupes électrogènes. Et c'est en cela que je voudrais pas comme Achille Roussou dédouaner la SBE. Non, Achille a ce raisonnement parce qu'aujourd'hui, les coupures sont devenues banales. Chez le Béninois, le commun des Béninois, c'est normal qu'on coupe l'électricité, mais ça devait être l'exception. Non, il paraît qu'il y a un groupe électrogène et que, en fait, c'est par défaut de gasoil que le groupe... Gasoil. Oui, parce qu'il paraîtrait... Les gens savent qu'il n'y a pas de gasoil et malgré ça, ils amènent les gens dans les... Non, il paraîtrait qu'il y a eu des coupures successives qui ont nécessité la mise en marche du groupe électrogène. Et qu'à un moment donné, il n'y avait plus de gasoil dans le groupe électrogène. Voilà. Donc c'est la SBE qui doit venir mettre du gasoil. Non, c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Quand je dis coupure successive, vous voyez déjà la responsabilité de la SBE. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas que ça devienne banal. Aujourd'hui, tout le temps, il y a des travaux quelque part, il faut couper dans telle zone. Mais on ne... Non, je dis que le responsable de la SBE de la zone doit être interpellé. Non, je dis que même si ce n'est pas une responsabilité directe, quelque part, la coupure de l'énergie électrique est également responsable. Et quelque part, sur ces aspects-là, la SBE aussi doit être interpellée. Maintenant, il y a eu un dysfonctionnement interne au niveau du service qui a amené également cette situation. Non, je pense que par rapport à ces différents aspects, je crois que les mises en cause sont déjà, je crois, dans les liens de la justice, notamment les agents. Je crois qu'il y a 4 agents qui auraient été mis en garde à vue et déjà déférés, si je ne me trompe. Je crois qu'il y a 2 qui sont au niveau du service qui s'occupe de la réanimation. Non, de l'approvisionnement. Et de la structure. Et de la structure, je crois qu'il a mis le groupe à disposition de l'hôpital et qui s'occupe également de l'entretien. Ça, c'est des soucis. Bon, voilà, donc il y a ceux-là déjà. Maintenant, est-ce que le premier responsable de l'hôpital, quelque part, sa responsabilité, tout au moins, en tant que premier responsable de la structure, n'est pas engagé. Voilà, c'est... S'il n'y avait pas eu de mort, il n'y a pas de problème. Il n'y aurait pas eu de problème. Mais malheureusement, des gens ont perdu.
leur vie. Et tout le débat, il ne faut pas qu'il y ait de l'émotion quand ce genre de situation-là arrive. Parce qu'on n'anticipe pas, on ne prépare pas. Le laxisme est à tous les niveaux. Et quand ça survient, on crie. Et malheureusement, si vous banalisez les coupures d'énergie électrique et qu'on banalise tout, malheureusement, nous allons avoir l'émotion pendant quelques jours, pendant quelques heures, nous allons nous calmer et on va retomber dans les mêmes travers. Les coupures d'énergie électrique vont causer encore des morts dans d'autres secteurs, dans d'autres choses. Il y aurait des négligences ailleurs et après, on va encore commencer par crier, on va se calmer. Il faut régler, je crois, à mon avis. Je ne suis pas vraiment d'accord. Non, je ne suis pas d'accord avec cet argumentaire. Je ne suis pas vraiment. Moi, j'ai pas envie de dédouaner la SBE parce que je pense que la SBE également doit faire en sorte que les coupures ne deviennent pas la règle, que ce soit plutôt l'inverse. Aujourd'hui, nous sommes trop habitués aux coupures de l'énergie électrique et on banalise. Mais non, ça non, mais moi, j'ai plutôt le sentiment qu'il y a de plus en plus d'efforts qui se font aujourd'hui. Bon, efforts et améliorations, ce n'est pas voilà, encore... Il y a des améliorations. Seulement qu'on ne doit pas oublier qu'il s'agit des installations techniques. Ça peut tomber aussi en panne. Voilà. C'est vrai que le service de la réanimation a besoin... Non, c'est pas... On ne défend pas pour défendre la SBE ici. C'est pour dire que ce à quoi on devrait être habitué, moi je dis, le relais doit être systématique en matière donc de fourniture d'énergie électrique. Dans quel service encore par rapport à ce service-là. Et nous parlons donc du CNHU. On ne parle même pas encore des hôpitaux secondaires. Mais c'est le centre de référence par excellence en matière donc de la prise en charge de la santé publique dans notre pays. Là, il faut penser à un téléthon pour aider le CNHU à avoir... je crois, Gaspard aussi l'a dit, c'est du laxisme. Il faudrait que chacun accomplisse la tâche à laquelle il est appelé avec conscience. C'est ça le problème. Mais s'il y a de coupures répétées, cela devrait quand même, c'est la raison suffisante pour savoir que il faut veiller sur qu'on appelle la quantité donc de carburant dans les groupes. C'est la moindre des choses. C'est comme si on nous disait qu'il n'y avait pas d'oxygène dans les tubes, comment ils appellent le tube là. Donc, qui est responsable? C'est celui qui doit approvisionner le service en choses. Et donc, je crois que les responsables... aussi il y a un responsable. Moi, je pense qu'on ne doit pas sanctionner uniquement les agents. Le CNHU a un responsable et le secteur ministériel a un responsable. Bon, donc, de responsabilité en responsabilité, on va en tomber sur la responsabilité du chef de l'État aussi, parce que le pays aussi a un responsable. Donc, écoutez, vous savez, quand il y a ce genre de situation, moi j'ai envie pour faire ce travail. Et moi, je pense que, vous savez, on a eu des limogeages ici. Parce que le chef d'État était à des endroits donnés. Je me rappelle, sur le campus, voilà, il y a eu déjà été de Paracourt. Moi, je pense qu'il ne faut pas sacrifier les agents de santé qu'on respecte beaucoup, mais le CNHU a un responsable et ce dernier doit pouvoir s'expliquer davantage. Mais on attend les conclusions. Non, puisqu'il a écouté également au niveau de on va revenir. C'est aussi trop facile. Mais il y a un message à lancer au chef de l'État. Aujourd'hui, je crois que lui-même l'a dit, qu'il y a deux secteurs fondamentaux par rapport auxquels il lui reste encore beaucoup d'efforts à faire. Il a dit la santé et l'éducation. Et je crois que ce qui est arrivé là devrait permettre au chef de l'État donc de prendre ses responsabilités. Il va falloir que avant la fin de son mandat, que vraiment on sente les efforts de sa gouvernance dans ces deux secteurs-là. C'est fondamental. Merci à vous, Achille Ossou. Je reste toujours avec vous, Achille Ossou. Direction Nord-Bénin, comme je l'annonçais dans l'introduction, au début de cette émission, donc des terroristes tués Materi cette semaine, une prouesse des forces de défense. Oui, mais il faut les applaudir. C'est ce que nous attendons. C'est ce que nous n'avions pas eu depuis. Et donc, si ça a commencé maintenant, on voudrait souhaiter que ça continue comme ça. Ça, c'est... Des individus ne peuvent pas défier tout un État. Et je crois que cet exploit-là, que nos forces de l'ordre ont réalisé. Je ne sais pas si c'est coïncidence pour coïncidence. On peut dire que c'est la formation
ou l'appui technique, ou je ne sais pas, des Français, des militaires français qui est venu donc les accompagner par rapport à la lutte contre ces terroristes-là. Si c'est ça qui a commencé par porter ses fruits, je ne sais pas si c'est la série qu'on appelle les actions aussi portées vers les autres pays, le Niger, etc., qui ont fini par porter. Voilà, c'est ce que je voulais dire. La collaboration avec les autres États qui finit pas payer, mais il faut dire que ce qui a été fait là, je crois que tout le pays applaudit ces forces de l'ordre qui sont arrivés à faire cette prouesse, et on souhaiterait que cela continue comme ça et que le Bénin montre sa capacité à lutter véritablement contre le terrorisme. Mas Gaspard Adjamossi, pas de perte en vie humaine du côté de nos forces de défense. Oui, c'est une bonne chose. Et seulement que moi, je n'applaudis pas les morts de l'autre côté également, parce que non, il n'y a pas à se réjouir de morts. Non, même si c'est des gens qui sont visiblement hors la loi et des gens qui terrorisent les populations. On aurait pu les capturer, peut-être qu'ils nous auraient permis de savoir où se cache ou le mode opératoire de leurs autres camarades et pouvoir les démanteler. Ce qui peut réjouir, c'est qu'au moins, depuis que la menace terroriste est devenue réelle au Bénin, je crois que c'est l'une des premières fois où on apprend quand même que nos forces de défense ont pris le dessus sur les groupes terroristes. Et je crois que c'est de nature à rassurer quelque peu les Béninois pour leur dire que, quelque part, ceux qui défendent le territoire national sont bien formés, sont outillés, n'est-ce pas, pour combattre ce phénomène régional qui embête un peu nos États. Tout le temps, nous apprenons qu'ils viennent opérer, qu'ils s'en vont, qu'ils disparaissent, qu'ils font ceci, mais au moins pour une fois, nous avons appris que nos forces de défense et de sécurité ont pris le dessus et qu'en plus, il n'y a pas eu de perte dans leur rang. Nous espérons qu'ils vont maintenir le flambeau, n'est-ce pas, pour décourager... Pour défendre véritablement le drapeau national. Merci. Un autre sujet, Gaspard Adjamossi, votre cher ami, Guy Bitopé, est désormais membre du parti. L'ami universel de tous les politiciens. Non, moi Il est resté constant. Oui, et en cela, je crois qu'il faut saluer ce jeune homme, ce jeune acteur politique, pour la constance dans son positionnement politique, pour la constance dans son discours politique, pour la constance dans ses actes politiques. Parce que ce n'est pas évident. Aujourd'hui, vous voyez, la sirène est telle que quand vous n'allez pas vers le cheval cabré, vous allez vers le baobab teinté aujourd'hui d'arc-en-ciel. C'est la tendance aujourd'hui, parce que tout le monde veut rester là où... Vers la rivière. Voilà, vers la rivière. Et je crois que ce n'est pas que les sirènes n'ont pas été tentées. Beaucoup de gens avaient prédit quand il quittait, je crois, restaurer l'espoir. Beaucoup de gens avaient prédit qu'il allait vers l'un des partis de la majorité présidentielle, qu'il a mordu à l'hameçon, qu'il va se dédier, qu'il va se dénier, qu'il va trahir son mentor. Et je crois qu'après analyse, après réflexion, après tout, je crois qu'il est resté quelque part dans l'opposition. Et ce qui l'a amené à quitter peut-être Restaurer l'espoir, c'est des aspects de la lutte qui ne lui paraissent pas réalistes ou qui ne lui paraissent plus en concordance avec ce qu'il pense. Je crois que le fait qu'il se retrouve au niveau d'un autre parti de l'opposition, je crois qu'on a beaucoup eu l'habitude ici de dire on a quitté BR pour UP, UP pour BR, au moins pour une fois. Quelqu'un a quitté l'espoir. Ça veut dire que le mouvement, au moins cette fois-ci, c'est dans le sens de l'opposition. Nous, ce qu'on a à faire en tant qu'analyste politique, c'est peut-être de lui souhaiter bon vent et espérer qu'il a fait un bon choix. On verra bien. Voilà. Achille Ossou. Oui, je constate effectivement. Oui. J'ai dit au bloc. Les démocrates. Il avait déjà annoncé sur le campus lors de sa dernière visite aux étudiants qu'il reste opposant au régime de Patrice Talon et qu'il
qu'il ne va pas ravaler ses vomissures. Non, il peut être opposant en restaurant la confiance ou en faisant de Hunkwe. Ou en faisant de Hunkwe. Pourquoi pas? Ce qui est sûr, celui qui fait de Hunkwe continue de faire de l'opposition. Donc aujourd'hui, il nous a montré qu'effectivement, il est resté droit dans ses bottes, il est resté constant par rapport à ses déclarations politiques. C'est à son actif parce que cela montre quand même qu'il a la tête sur les épaules. Seulement qu'à l'analyse, on pourrait se demander si le choix qu'il a fait aujourd'hui est mieux que la maison qu'il a quittée. Parce que je ne sais pas ce qui l'a amené à déposer ses valises. Il a fait certainement ses analyses, mais en ce qui me concerne, je ne sais pas ce qui pouvait le motiver à aller déposer ces valises à l'aide démocrate. Je crois encore que restaurer l'espoir est encore plus structuré et plus dynamique que les démocrates, si vous mon regard, parce que quand Candide sort une fois, ça fait de l'écho, ça donne de l'écho. Nous avons toujours reproché à cette opposition, et cette opposition radicale qu'incarnent aujourd'hui les démocrates, nous ne la sentons pas vraiment sur le terrain. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, et à l'arrivée, le 8 janvier prochain, s'il avait eu la confiance donc, des responsables de ce parti et qu'il était positionné, nous allons voir s'il a pu tirer son épingle du jeu dans sa circonscription électorale avec le Parti des démocrates. Mais je crois aussi que les forces en présence et en face, il les a calculées vraiment et il a fait le bon choix. C'est à ça. Parce qu'on ne peut pas. Il a déjà raté une législature. Je ne le souhaite pas d'en rater encore cette fois-ci. L'âge, exactement, qu'on le veuille ou non au Parlement, pour donner quand même de la voix et pour porter une certaine dissidence. Le dernier sujet pour terminer à présent, on parle toujours des législatives du 8 janvier prochain. Le calendrier électoral est donc rendu public par la Sénat. Le coût global de l'organisation est connu également. Gaspard aussi. Plus de 5 milliards, non, je crois. Oui, plus de 5 milliards. C'est beaucoup d'argent, ça. Hein? Oui, c'est beaucoup d'argent, mais c'est le prix à payer pour, je dis, pays démocrate. Sinon, on aurait pu nommer tout simplement les députés. Mais il faut quand même aller recueillir les suffrages des populations. Je crois que cela a tout son sens. Je crois que 5 milliards aujourd'hui pour organiser des élections de ce genre-là, moi je ne pense pas que cela soit si cher que ça. C'est le prix à payer pour être un pays démocrate. Je crois que par rapport à tout ce qui sera fait, je crois que c'est tout ce qui sera fait qui est lié à l'organisation de ce scrutin-là. Je ne pense pas, par le passé, nous avons entendu des élections à plusieurs dizaines de milliards de nos francs. Je crois que nous sommes déjà en train de tendre vers la réduction du coût de ces élections et quand on se rend compte en plus qu'après ces législatives que désormais les élections seront couplées, je pense que nous allons véritablement vers la réduction du coût des élections chez nous. Et quant au calendrier, je crois que ceux qui sont impatients n'ont qu'à garder encore quelque peu leur mal en patience parce que d'ici quelques jours, d'ici mi-novembre, on saura qui est qui. Ils vont se retrouver sur les listes pour aller nous représenter, pour prétendre nous représenter au Parlement. Et je crois que les élections, la période des campagnes coïncide pratiquement avec la période des fêtes. La période des fêtes. La fête sera belle. Bon, j'espère que la fête sera belle dans les familles surtout. Moi, je ne pense pas. Je ne parle pas de ce qui va se passer sur les terrains. Merci beaucoup. Et je crois que d'ici le 11, on saura déjà qui sont nos prochains représentants. Et nous espérons que ce seront des gens dignes de nous représenter, que ce seront des gens valables de nous représenter, que ce seront des gens qui auront à cœur les problèmes du peuple. Ce ne seront pas des gens qui sont là juste pour dire pour voter. Gens pour dire, voilà, c'est ce que tu as fait que je fais. Quand le premier lève le doigt, tout le monde lève le doigt. Je suis d'accord avec c'est le pire. C'est le pipant. Vous avez votre histoire de pipant que vous ramenez chaque vendredi. Achille Osso. Oui, et nous allons faire constater qu'il y a un effort de rationalisation par rapport au cours des élections par le passé. Gaspard l'a dit tout à l'heure. Je voudrais
le marteler vraiment pour faire constater que 5 ou 6 milliards pour organiser une élection législative, je crois que ça doit être une première dans notre pays, une première. Et cet effort de rationalisation, on devait encourager la structure en charge donc, des élections dans notre pays pour avoir vraiment rester, pour être inscrite dans la vision du chef de l'État qui voudrait donc que nos élections ne coûtent plus la tête, les yeux de nos têtes. Et par rapport à cela, je crois que aussi les autres structures vont s'aligner sur la Sénat parce qu'il y a la Cour constitutionnelle qui doit connaître aussi du contentieux électoral. Et donc, par rapport à ça, il faut aussi aller sur le terrain, il faut désigner des représentants dans tous les bureaux de vote. Donc, cela demande aussi une certaine préparation, cela demande aussi des moyens. Donc, je crois que la Cour constitutionnelle va s'aligner aussi sur la première structure en charge de l'organisation de ces élections-là. L'un dans l'autre, il faut dire que de plus en plus, le Bénin travaille donc à réduire considérablement ce qu'il met dans les élections. Et le couplage viendra certainement encore pour montrer les efforts dans ce sens. Cela restera l'actif aussi du président de la République parce que ça fait partie donc des ambitions qu'il a portées pour sa gouvernance. Mais il y a un aspect qui est très important et qu'il faut souligner. Et pour finir, c'est de souligner aussi que par rapport donc, à ces prochains députés dont vous parlez, que le débat que nous avons fait ici sur les anciens, c'est-à-dire ceux qui ont déjà fait 2 ou 3 mandatures et qui doivent passer, la Cour aurait interprété la loi et dire que c'est à partir de 2026 que la disposition sera mise en application. Ça veut dire que dans les états-majors, le jeu est totalement ouvert et que, bon, peut-être que c'est l'arbitrage du chef de l'État, surtout dans les 2 blocs, qui nous fera voir que, bon, qui seront les outsiders et qui sont parmi les jeunes, les nouveaux qui seront promus. Merci à vous, Achille Ossou. Nous sommes à la fin de ce numéro de l'émission Les Grandes Contradictions. Avant de donner la parole à Mas Gaspard Adjamossi pour remercier ceux qui ont fait l'actualité. Achille Ossou, votre conclusion. Merci à l'équipe technique qui nous accompagne tous les vendredis. Et nous disons bon week-end à tous nos auditeurs. Gaspard Adjamossi, à vous l'antenne maintenant. Oui, je n'ai pas envie de remercier ceux qui ont fait l'actualité parce que malheureusement, il y a des morts parmi ceux qui ont fait l'actualité. Au moins les forces de l'ordre ont fait l'actualité. Je crois que non, les morts doivent primer sur tout ce qui est vivant. Je crois que c'est triste comme événement et on doit faire en sorte que si les gens doivent mourir, que les gens meurent d'une mort naturelle et que ce ne soit pas des circonstances de l'homme, que ce ne soit pas par négligence ou par laxisme que des compatriotes perdent leur vie. Je crois que c'est des choses de nature à nous rendre tristes parce que c'est ceux-là qui ont été victimes de cette situation aujourd'hui. Qu'est-ce qui prouve que nous ne serions pas dans cette situation-là demain? Donc il faut se battre pour que ces genres de choses ne se reproduisent. Malheureusement, les gens n'ont pas ces genres de soucis parce qu'ils ont, heureusement pour eux et malheureusement pour nous, les moyens de se faire soigner à l'extérieur, ils ne pensent pas. Et je crois que ça doit nous interpeller. Et sur ce, je n'ai pas envie aujourd'hui de remercier. Je voudrais juste dire rendez-vous vendredi prochain. C'est une exception. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi. Je pense que Mas Gaspard Adjamossi a véritablement... Il a raison, c'est vraiment triste. Raison pour laquelle le chef de l'État, on le connaît très bien, il ne protège personne. Et nous pensons que dans les heures à venir, on doit pouvoir nous livrer ou nous dire la sanction ou les sanctions qui ont été données ou affligées, ou comme on le dit, à ces personnes impliquées d'une manière ou d'une autre. Malheureusement, ça ne ramènerait pas à la vie ceux qui sont déjà dans ce dossier. Mais au moins, il faut sanctionner pour pouvoir attirer l'attention des autres et prévenir. Les autres doivent savoir que, attention, si je suis chargé ou je suis responsabilisé à contrôler du gasoil dans le groupe électrogène du centre, je dois savoir que je suis payé pour ça et je dois pouvoir le faire avec conscience. Repos éternel à ces dames. À vendredi prochain.
Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.